Je suis heureux de participer à cette réunion parce que, comme très bien dit par les orateurs précédents, quand on est dans la recherche ou le soin concernant la longévité et le vieillissement, il faut faire une grande place à l'autre qui a été abondamment et excellemment discuté par M. Jandel et les orateurs précédents. Alors, moi, aujourd'hui, parlant en dernier, ne croyez pas que je vais faire des conclusions, ni même avoir envie de faire des conclusions. J'ai préparé quelque chose de précis, je crois que vous allez le voir, sur des activités de recherche actuelles qui permettent, et je commence par dire ce mot, de prendre de façon fondamentale les conclusions de M. Jandel sur l'optimisme qu'il faut attribuer actuellement à la prise de conscience des uns et des autres sur cette extraordinaire modification de l'humanité et de sa démographie, à savoir l'augmentation de la durée de la vie. Et je suis littéralement, alors que j'ai travaillé avant plutôt pour la reproduction, obsédé par cette... non, vous me l'avez mis, vous avez été trop vite. Par cette augmentation de la longévité qui va continuer, et comme on vous l'a déjà dit, ce n'est qu'une répétition, les hommes et les femmes qui sont nés après l'an 2000 peuvent, pour la moitié d'entre eux, atteindre 100 ans ou à peu près, ce qui fait un changement absolument inédit dans l'humanité et pose des problèmes à tous les niveaux de l'organisme, vous l'avez compris avec les exposés précédents. Et cependant, je me suis concentré, pour des raisons un peu de principe, mais aussi pour des raisons de hasard d'une carrière scientifique, sur l'évolution cérébrale, d'où le titre de l'exposé que je vous fais maintenant. Il est évident que, si on ne peut pas dire vraiment, comme on a l'habitude, que tout est dans le cerveau, vraiment beaucoup, bien entendu, y est, et il faut s'en préoccuper avec la considération que l'on peut avoir pour les désastres de la perte d'indépendance pour la dépendance qui est finalement au niveau de l'être humain un défaut dans sa dignité même. Alors, avant de passer précisément à hormones et système nerveux, dont je vais vous parler dans un instant, j'ai juste mis 2 ou 3 diapositives parce que on a déjà parlé des centenaires et je veux simplement reprendre une ou deux choses très rapidement. Il n'y avait quand même que 200, paraît-il, centenaires en 1950. Il y en a peut-être une dizaine de milliers actuellement dans notre pays. Il y en aura 150 000 en l'an 1950, ce qui n'est pas très loin, l'augmentation étant vraiment considérable et entraînant en Europe 2 ou 3 millions de centenaires, millions, et à peu près la même évolution aux États-Unis d'Amérique. Et ne croyez pas que c'est un événement en train de se dérouler propre aux pays développés. Cela augmente aussi dans les pays en développement très rapidement. Et ce qui est assez curieux, c'est un peu pour ça que je mettais cette diapositive, et j'ai compris il y a un instant que ça avait été discuté hier également. Bien sûr que très probablement les femmes continueront à avoir une durée de vie plus longue que les hommes, encore à la suite de ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais très curieusement, on sait déjà que les hommes de plus de 100 ans, à comparer avec les femmes de plus de 100 ans, les hommes sont plutôt en meilleure santé. C'est assez curieux, ce sont des problèmes qui sont très difficiles parce que, bien entendu, entraînent à de nombreuses discussions sur le mode de vie, sur la fréquentation des médecins, sur les rapports avec
les phénomènes de la reproduction, etc. Mais c'est quand même une très grande question, bien entendu, parce que très souvent, quand j'ai fait des conférences, on m'a dit que les femmes venaient m'aborder en me disant « Monsieur, faites en sorte que nos hommes restent avec nous pendant longtemps, nous ne voulons pas être veuves trop tôt. » Cela dit, un autre point général avant de venir aux choses précises, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été évoqué. Tout le monde pense que la durée de vie de l'espèce humaine est définitivement fixée pour des raisons, appelons-la, de constitution génétique par rapport aux autres espèces, à un âge qui, déjà mentionné dans la Bible, entre parenthèses, est de l'ordre de 120 ans. Le record du monde de Mme Calment, 122 ans, est intéressant, mais les Suédois, les Danois et quelques autres pays du Nord ont tenu depuis 1860, c'est-à-dire 1800, je dis bien 60, des registres d'état civil qui montrent une progression d'environ une demi-année de l'âge des personnes qui décèdent le plus tard dans leur génération. Et il y a donc une augmentation de une demi-année tous les 10 ans. Et puis depuis 1969, donc 100 ans après, et il n'y a pas très longtemps, ça a doublé. C'est un an tous les 10 ans depuis les 30 années qui se sont déroulées depuis 1969. Et beaucoup s'accordent maintenant pour penser que, contrairement à ce qu'on a cru, la durée de vie absolue, pas la moyenne de la durée de vie, que nous connaissons tous et qui est un phénomène considérable, bien sûr, même si elle est lente, va continuer et que par conséquent, la durée de vie probablement sera possible, maximum, sera une réalité, ce qui change beaucoup dans l'imaginaire des uns et des autres. Cela dit, passons à des choses concrètes, présentes. À peu près 50%, près de la moitié des gens actuellement âgés de 45 ans ou plus ont ce que nous collectivement dans les sciences du vivant appelons, et la médecine appelons la démence, autrement dit la perte de la dépendance, des possibilités cognitives, etc. Et que ce soit la maladie d'Alzheimer, d'autres démences qui y ressemblent mais qui ont des bases chimiques très différentes, les problèmes de la démence d'origine vasculaire, évoqués par M. Jandel il y a un instant, tout ceci entraîne le même résultat sur le plan humain. La dépendance, c'est peut-être, au fond, ce qu'il est le plus catastrophique. Et en tout cas, par le hasard de quelques observations que j'ai faites avant, en particulier la DHOA, où on m'avait demandé de parler, où je vais en dire un petit mot tout à l'heure, m'ont intéressé et m'ont amené à fréquenter ceux qui, de par le monde, essayent de mieux comprendre le pourquoi et le comment du vieillissement. Alors, si l'on parle d'hormones, il se passe beaucoup de choses. Si vous regardez sur ce tableau, vous voyez qu'à gauche, j'ai marqué qu'avec le vieillissement, il y a la baisse d'une hormone qui n'a pas encore été évoquée, je crois, dans cette réunion, qui est l'hormone de croissance. Et tout le monde sait qu'il y a tout un petit commerce, je dirais, de vente d'hormones de croissance, parce que comme elle a tendance à baisser avec l'âge, comme beaucoup d'autres choses, en données, et avec même simplement la signification du mot croissance ou recroissance ou rétablissement, avec des effets certains quand on nous donne des doses élevées sur la peau, sur les muscles, à condition d'ailleurs qu'il y ait aussi mouvement en ce qui concerne les muscles. Enfin, cela dit, il y a des effets que l'on obtient si l'on augmente, si l'on administre de l'hormone de croissance, GH, ça veut dire grosse hormone, l'hormone de croissance, de façon importante, mais qui n'est pas sans complications médicales, de type changement de la pression artérielle en augmentant, changement de la glycémie en augmentant, autrement dit, des conséquences néfastes. Et de plus, c'est pour ça que je vous le cite, parce que ce n'est pas le sujet sur lequel je travaille personnellement, mais j'ai beaucoup suivi ce sujet ici et aux États-Unis,
Et en plus, on a découvert dans les années récentes des choses très très importantes, à savoir que l'hormone de croissance, un peu comme l'insuline que discutait le professeur Jandel il y a un instant, est, pour simplifier, négative pour la durée de la vie et sa santé dans les années de la prise d'âge importante. En d'autres termes, tous les petits marchands qui vendent de l'hormone de croissance, à mon avis, sont partis pour des raisons que je pourrais vous expliquer, un peu historiques, et parce que l'hormone de croissance a été la première clonée permettant un commerce, au fond, de ce produit qui menaçait d'être rentable. Eh bien, en réalité, je déconseille formellement, je suis partisan de déconseiller et de le dire à haute voix, ce que je fais avec vous, la prise d'hormones de croissance sous une forme ou sous une autre, où ça ne sert à rien, où ça n'est pas positif. Cela dit, ce qui est bien connu, bien sûr, c'est au moment du vieillissement la diminution de la production des hormones sexuelles. Nous sommes toujours dans des choses très connues. Les hormones sexuelles, aussi bien hommes que femmes, et les autres hormones dont je parlerai après, sont ce qu'on appelle des stéroïdes, c'est-à-dire des produits qui dérivent du cholestérol. On ne va pas faire de la chimie, ne vous effrayez pas. Mais ces hormones stéroïdes sont importantes. Elles diffèrent très peu sur le plan chimique, mais ont des propriétés considérablement différentes. Et en particulier, par exemple, la testostérone chez les hommes diminuent avec l'âge. Alors là aussi, je résume parce que je vais vous parler de choses plus nouvelles dans un instant, mais l'opinion actuelle, et je crois qu'elle est raisonnable après quelques excès précédents, c'est que la testostérone, l'hormone mâle sous toutes ses formes, ne doit être administrée à des hommes qui prennent de l'âge que si leur taux de testostérone est particulièrement bas par rapport à une certaine moyenne, en quelque sorte. Autrement dit, ce qu'on appelle l'andropause, pour copier un peu la très connue ménopause, l'andropause des hommes n'existe médicalement de façon en quelque sorte sereine que s'il y a une baisse de l'hormone justifiant une administration compensatrice dans certains cas. Donc avec beaucoup de prudence. Et ça, je trouve que c'est important à dire parce qu'il y a des excès, éventuellement avec des conséquences dangereuses dans ce domaine. Et en dehors de, évidemment, l'homme, il y a les femmes. Et les femmes et la ménopause, c'est quand même, avec l'âge, une obligation d'en passer par une composante de vieillissement. Après tout, il n'y a plus d'estrogène, il n'y a plus de l'hormone féminine fabriquée par les ovaires. Et cette évolution est intéressante parce qu'elle a donné lieu, comme il a été mentionné avant, à des essais de traitement. Comme pour l'hormone masculine, la perte de l'hormone féminine doit être considérée dans un cadre plus général que la seule hormone. Il y a le vieillissement général dont toutes les composantes ne sont évidemment pas dues à des modifications hormonales. Donc il faut ajouter la composante hormonale à une considération de l'état général vieillissant. C'est très important parce que là aussi, on peut attendre des miracles quand il n'y a ou bien pas d'effet, voire même des complications. Et en l'occurrence, cependant, il y a des choses très précises que vous ne connaissez pas. Là, je commence à vous donner des choses nouvelles et importantes, et qui sont que la perte de la progestérone, l'hormone de la grossesse, comme vous savez, l'hormone de la grossesse est évidemment fabriquée essentiellement et mise en circulation essentiellement chez les femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas, mais parlons en tout cas de ce qui se passe chez les femmes. Il y a un arrêt au niveau de au moment de la ménopause. Et très particulièrement, quand nous avons découvert qu'il se fabriquait des hormones
ailleurs que dans les glandes habituelles, les testicules, les glandes surrénales, etc., et en particulier dans le cerveau et dans le système nerveux, ce que nous avons appelé donc neurostéroïdes, et ici neuroprogestérone si vous voulez. Nous avons étudié, c'était une de nos premières observations, la myélinisation par les cellules de Schwann des nerfs. C'est-à-dire que autour des nerfs, l'axone, vous savez qu'il y a du blanc. Le blanc est fait de myéline, ce sont des graisses et quelques protéines, et tout ceci est contrôlé par des cellules qui sont en quelque sorte nourricières des nerfs, ça c'est une photo au microscope électronique, et qui envoient des messages donc aux nerfs. Et en l'occurrence, c'est cette myéline qui est en noir ici à cause du système de visibilité, est produite sous la dépendance de progestérone, pas du tout les glandes sexuelles, pas du tout le placenta, fabriqué par les cellules qu'on appelle les cellules de Schwann dans la myéline ou les cellules oligodendrocytes dans le cerveau. Et cette fabrication est intéressante parce qu'elle est dépendante incontestablement du système hormonal local. Vous voyez, on peut le reproduire in vitro, c'est-à-dire dans le tube à essai, si vous voulez. Sans progestérone, on voit le fil du neurone. Avec progestérone, c'est un lipide, je vous l'ai dit tout à l'heure, une graisse, donc on peut la colorer en noir avec un produit facile à manier, et vous voyez qu'il y a une différence considérable. Alors que le nombre de cellules et tout ça ne change pas. C'est la myélinisation. Et le blanc, si je peux dire, la myéline est une chose importante pour le transport, appelons ça électrique, de l'influx nerveux. Et in vivo, parce que c'est important, chez l'animal, on peut montrer ça très facilement. Vous voyez le nerf sciatique, par exemple, de jeunes rats. Tous les axones qui sont en blanc, entourés de noir, qui sont la myéline, chez un jeune, sont abîmés chez les animaux âgés. Si vous donnez, par exemple, ici, de la testostérone, ça ne fait rien. Si vous donnez de la progestérone, vous avez au contraire un maintien de cette myéline. En d'autres termes, vous avez des effets mal connus encore. Pratiquement aucune femme ne sait que la baisse de la progestérone, pour dire sa suppression, qui a lieu au cours de sa vie sexuelle, n'est utile au fonctionnement du système nerveux, et c'est important pour considérer l'évolution de ce qui se passe en général au niveau du système nerveux. Et là, je reviens une seconde en arrière sur les estrogènes, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et sur le cas de la maladie d'Alzheimer, qui est intéressant à cet égard, sur lequel il n'y a pas assez d'études, mais qui, actuellement, peut être résumé de la façon suivante. Il y a plus souvent de maladies d'Alzheimer, à peu près 2 fois plus, ce qui est quand même beaucoup, chez les femmes, mettons à partir de 80 ans. Et chose intéressante, les femmes ont moins d'estrogènes que les hommes quand elles vieillissent, et si elles ne prennent pas naturellement un traitement de substitution. Parce que les estrogènes, peut-être le savez-vous, proviennent dans leur fabrication des androgènes, et que les hommes en ont toujours un peu, même en vieillissant, alors que les femmes, tout venait, grosso modo, des ovaires. Et par conséquent, elles en étaient privées. Et puis, c'est ça qui est indiqué ici. Et cependant, sachez que les estrogènes ne font rien en matière thérapeutique qui, jusqu'à présent, a été démontré dans les cas de maladie d'Alzheimer. Par contre, la prévention, et nous sommes un peu dans la même discussion que celle que M. Jandel avait pour l'insuline et d'autres choses, ça peut être très important, et on s'apprête en France à faire une étude importante sur l'effet, dans le bon sens, ou au contraire insuffisant, voire nuisible, des pilules que l'on prend à la ménopause pour compenser le déficit hormonal et qui contiennent, bien sûr, des estrogènes d'abord et quelquefois, pour certaines raisons, de la progestérone. Donc, il y a toute une série d'études à faire, de rôle préventif chez la femme des troubles cognitifs en matière d'hormones sexuelles,
le rôle de la progestérone et de ses dérivés. Et il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'on observe, aussi bien d'ailleurs chez l'animal expérimentalement que chez la femme jeune qui, pour des raisons chirurgicales ou autres, a été privée de ses ovaires jeunes, qu'un moment d'insuffisance d'estrogène pendant la vie entraîne des troubles du fonctionnement nerveux et donc, disons, des capacités gnosiques d'apprendre, qui sont graves dans la mesure où ça, c'est un des effets qu'il est difficile de compenser secondairement en redonnant des estrogènes. Donc, voilà. Voilà pour ce genre de domaine. Et venons-en à une autre catégorie d'hormones sur laquelle vous allez certainement, pour la bonne raison que nous ne l'avons pas encore dit publiquement, apprendre un certain nombre de choses et qui concernent des hormones qui habituellement sont connues pour être fabriquées par ce qu'on appelle les surrénales. Vous voyez sur ce petit dessin, au-dessus des reins qui sont jaunes, vous avez un petit chapeau blanc qui est la surrénale. Les corticosurrénales fabriquent d'une part le cortisol, c'est-à-dire en gros la cortisone humaine, et d'autre part de la DHEA. Et après, en vieillissant, le cortisol est maintenu dans sa quantité, alors que la DHEA décroît de façon très importante, au point que ce phénomène a été lui aussi appelé, toujours mimiquant d'une certaine façon, la ménopause, l'andropause, et ça s'appelle l'adrénopause, parce qu'en anglais, adrénal, ça veut dire surrénal, c'est la même chose. Donc, si l'on continue ainsi, avec ces produits-là, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous parler de deux choses. Des produits qui ne sont plus maintenant les hormones classiques que testostérone, estradiol, progestérone, dont on a parlé tout à l'heure, mais des produits en particulier intermédiaires, comme c'est marqué ici, qui, entre le cholestérol et la fabrication de ces hormones, sont produits d'habitude dans les glandes, mais aussi dans le cerveau, comme nous l'avons observé, je l'ai rappelé tout à l'heure. Parlons un tout petit peu de la DHEA. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais s'il y a des questions, bien entendu, parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc, je répète, la DHEA ne décroît pas avec l'âge, décroît avec l'âge, cependant que le cortisone, la cortisone, enfin, comme vous voulez, est maintenu. Il y a donc un déséquilibre. Ce déséquilibre est important, en particulier au niveau du cerveau, parce que les excès de cortisone altèrent toute une série de morceaux, j'allais dire, de régions du cerveau, et en particulier celles qui sont en rapport avec la mémoire, comme l'hippocampe, dont on reparlera d'ailleurs dans un instant. Mais aussi, au niveau des os, tout le monde le sait, trop de cortisone, tendance à une sorte d'ostéoporose. Et pour les muscles, aussi important, comme vous l'avez entendu il y a un instant, il y a une tendance à l'altération, à la dégradation musculaire. Ceci fait partie du vieillissement. D'ailleurs, d'une façon générale, si on sait maintenant que le vieillissement, en gros, on perd à partir de, personne ne sait exactement, 65 ans, 1 livre par 500 grammes par an de muscles et d'os. Et on gagne 500 grammes de tissu graisseux. Vous voyez le changement complément d'équilibre. La DHEA, ceci a été maintenant bien démontré, prise naturellement dans des conditions tout à fait contrôlées, non seulement en examinant les gens, mais en faisant toute une série d'études au niveau de l'imagerie en particulier, y compris dans tout le corps, la graisse au niveau des vaisseaux, la graisse sous-cutanée, enfin toute une série de choses. Tout ceci indique que la DHEA permet de maîtriser, quand il y en a, ces défauts qui ont été très bien décrits tout à l'heure, qui entraînent aussi, et ils vont avec les difficultés produites par l'insuline. Autrement dit, trop de graisse, une glycémie trop élevée, et ce type avec toutes les conséquences au niveau des artères, au niveau du fonctionnement de toute une série d'organes, y compris le cerveau, mais pas seulement. Ça, ce sont des choses qui maintenant sont bien établies par une série d'études qui ont eu lieu dans les 4 ou 5 dernières années aux États-Unis, en Espagne,
et dans plusieurs autres pays, après ce qu'on avait commencé à faire avec Françoise Forret il y a une dizaine d'années. Alors maintenant, la DHEA, il y a quelque chose qui est en cours d'étude dans les hôpitaux français, de façon tout à fait officielle, c'est l'application d'une observation de hasard, je dois dire, que nous avons faite au niveau de quelque chose qui n'a plus rien à faire avec la banalité de ce qu'on connaît en général sur les hormones, à savoir l'hypertension artérielle pulmonaire. Quand on diminue l'oxygène pour mieux ravitailler en quelque sorte l'organisme en oxygène, qui est indispensable, il y a une adaptation des artères pulmonaires qui, comme vous le savez, vont du cœur au poumon avec du sang noir qui ressort du poumon avec du sang rouge oxygéné. Eh bien, pour en avoir plus, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, les artères se contractent, il y a une hypertension artérielle pulmonaire. Et il se trouve, bien sûr, avec des conséquences sur le cœur droit et des problèmes d'insuffisance cardiaque. Tout ceci arrive chez l'animal, que l'on peut le reproduire avec en diminuant la quantité d'oxygène dans l'atmosphère où on les confine, mais chez l'homme, chez les personnes qui ont trop fumé, qui ont une maladie pulmonaire chronique et sont en déficit. Et ces applications de la DHEA à des personnes que l'on suit pour essayer d'améliorer leurs conditions de fonctionnement artério-pulmonaire donnent actuellement des résultats très satisfaisants et vous verrez apparaître forcément dans un temps nécessaire pour avoir collecté le nombre de patients suffisant un médicament DHEA attribué à ce type d'altération. Il y a d'autres effets qui ont été essayés, d'autres essais qui ont été déployés dans le domaine, disons, apparent, mais très grave, du fonctionnement cérébral, à savoir les dépressions sévères en Californie, où des résultats très bien contrôlés ont été observés, mais bien entendu, toutes les dépressions ne réagissent pas à la DHEA, mais il y en a, ce n'est pas assez étudié, mais c'est efficace et sans ennui d'administration, il n'y a pas d'effet secondaire de la DHEA qui n'ait jamais été publié, malgré les millions de gens qui en prennent dans le monde entier. Et ceci dérive encore du well-being. Vous voulez peut-être 7 ou 8. La peau, c'est suffisamment important, on l'avait vu avec Françoise Forret, pour que des sociétés qui ont intérêt à développer son attribution maintenant fabriquent et veulent mettre à disposition des pommades contenant de la DHEA, L'Oréal par exemple, qui d'ailleurs nous avait aidés dans nos études. Alors je voudrais vous montrer simplement ce résumé de l'effet de la DHEA qui est assez impressionnant parce que, fait d'ailleurs dans la région de Bordeaux sous la conduite de Jean-François Dartigues, nous avons montré que les personnes, pendant 10 ans, chez les hommes ici, chez des fumeurs même, il y a évidemment une augmentation considérable du risque de décès, 7 fois plus, si les gens ont un taux de DHEA bas. S'il est élevé, au contraire, apparemment, la DHEA compense les ennuis du fait de fumer. Donc il y a quelque chose qui est ici extrêmement intéressant et qui est très global. Il y a des effets globaux que l'on ne comprend pas bien. Il y a une thèse, mais je ne vous détaillerai pas ça parce que je vais me faire attraper par Dominique, c'est ce qu'on appelle l'effet permissif d'un produit sur d'autres actions qui sont en déficit. Ce n'est pas directement des effets, c'est des effets sur ce qui devrait provoquer un effet. Bien, maintenant, dernier point, une autre hormone. Vous allez apprendre 2 choses nouvelles, je crois. Cette prégnénolone qui est marquée ici, qui est un produit dérivé du cholestérol également et qui est en quelque sorte en chemin vers d'autres hormones, mais elle est produite, c'est le plus important de ce qu'on a appelé les neurostéroïdes,
et par conséquent fabriquée dans le cerveau. Et je vous montre deux séries d'exemples. La mémoire que l'on perd. Voilà comment on la mesure chez l'animal. De l'eau. Une plateforme sous la petite couche de lait, tout simplement, qu'on fait pour la cacher. L'animal, on le met là où est mon point rouge, c'est-à-dire à l'autre bout. Et il n'aime pas l'eau, un rat, et s'agite et bouge beaucoup jusqu'à ce qu'il trouve par hasard, en touchant avec sa patte la plateforme, et il monte dessus. Mais il a commencé à repérer les signaux qui sont sur le bord, et donc on lui fait faire cette gymnastique, et puis une fois qu'il est monté sur la plateforme, on le reprend et on recommence la gymnastique. Et il apprend. Puis après on s'arrête, il recommence la gymnastique, il a retenu ou pas les signaux spatiaux. Et voilà ce qui se passe. Quand on étudie ces choses, chez les jeunes, les animaux vont très rapidement, dans les circonstances dans lesquelles on travaille, retrouver donc rapidement donc une petite distance pour aboutir à la plateforme, tous. Les vieux, 24 mois, c'est comme 70, 75 ans chez nous, hein, chez ces animaux. Et en l'occurrence, une piscine, avec le test de la piscine que vous avez vu, vous voyez qu'il y a une grande dispersion, comme chez nous. Il y a des gens qui gardent la mémoire, d'autres pas. Et puis ceux qui ne la gardent pas, qui sont en haut, ils en font beaucoup. Et en mesurant ce neurostéroïde dans l'hippocampe, qui est l'organe principal, enfin disons la partie principale du cerveau fonctionnelle pour la mémoire, on s'aperçoit qu'il y a ce que nous appelons une corrélation, c'est-à-dire plus il y a de produits fabriqués d'un, plus la mémoire est bien conservée. Moins il y en a, moins elle est conservée. Donc il y a une corrélation, et on pourrait dire voilà la cause. Mais ça ne suffit pas scientifiquement de dire, pour le cause à effet, qu'il y a cette observation. Donc il faut faire une action de démonstration, et pour cela, administrer la pregnénolone dans l'hippocampe, sous cette forme, vous voyez, on parle de milliardième, enfin disons de milliardième de grammes. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. Et donc, quand on fait ça, vous voyez, voilà le changement, la récupération de la mémoire est obtenue. Elle est temporaire parce que le produit s'épuise, mais si on fait quelque chose qui est permanent, on obtient une récupération pour des animaux jeunes de leur mémoire de quand ils étaient jeunes. Ce qui veut dire qu'on espère, si on a l'argent, ce que nous n'avons pas, faire un produit comme celui qui est, ça c'est le mécanisme de la restitution de la mémoire avec l'acétylcholine, vous voyez, ça reproduit ce qui se passe normalement, et nous avons, avec le docteur Aquab, mis au point un futur médicament avec un produit qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle un énantiomère. C'est une main droite et une main gauche. La main droite et la main gauche, elles sont pareilles, mais vous ne pouvez pas les superposer. Pasteur disait, la biologie, à juste titre, c'est une forme donnée et pas l'autre, le D ou le L, comme on dit. C'est tout le problème de la tétravalence du carbone, si vous vous rappelez ça qu'on apprend à l'école. En l'occurrence, un produit comme ça, qui est un énantiomère, devrait être inactif. Vous voyez qu'avec 0,5 quelque chose, on obtient la même chose qu'avec 5 avec le produit naturel. Autrement dit, c'est 10 fois plus actif, ce qui contredit les choses classiques apprises au niveau de l'organisme. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas le seul exemple de modification d'une thèse pasteurienne sur le mécanisme fondamental de la chimie en matière de vie. Et alors, je vous promets que ça va être le dernier exemple. Donc, de ce point de vue-là, une pilule de mémoire, à mon avis, c'est pour dans quelques années, pour reverser la difficulté de mémoire que les personnes âgées connaissent bien. Encore avec ce produit, mais d'une façon différente, au niveau de ce qu'on appelle les microtubules, les neurones, vous le savez, c'est assez long, il faut les nourrir et emmener l'information d'un bout à l'autre. Pour faire ça, il y a des tuyaux. Ces tuyaux s'appellent des microtubules. Alors, sans aller plus loin, ce qui a été découvert dans mon laboratoire, c'est qu'il y a un effet d'un de ces neurostéroïdes, qui s'appelle donc PREG en l'occurrence, qui est intéressant parce qu'il augmente, comme vous le voyez par rapport à des expériences contrôle, je n'ai pas le temps de discuter, il augmente la formation et la résistance de ces microtubules,
Et toute une série d'études montrent que, du coup, il permet une stimulation de ce qu'on appelle les dendrites. Vous savez, les neurones, il y a un axone qui emmène l'information, puis il y a toute une série, des centaines par cellule, d'excroissance qui permettent un réseau de communication incroyable, et ça monte, ça descend, parce que les dendrites augmentent ou descendent. Eh bien, c'est dans les dendrites que ça se passe avec ce modèle, avec ces réalisations, et donc on a une protection des cellules nerveuses contre, c'est ça les études que nous avons faites récemment, les traumatismes. C'est suffisamment actif pour que l'armée américaine est venue nous demander d'étudier ça de façon plus approfondie pour le cerveau humain. Vous voyez les dendrites, on ne voit pas très bien sur cette figure, mais ça ne fait rien. Vous voyez, ce sont ces espèces de petits allongements qui sont longs par rapport à ce qu'il y a normalement. Et en l'occurrence, donc, quand on fait un traumatisme, ici c'est un traumatisme de la moelle épinière, avec des conséquences paraplégiques. Alors, je n'ai pas le temps de vous détailler, mais les animaux qui ont été traités, ce qui se passe en rouge, au bout de 4 semaines, quand on fait la différence, vous voyez que 82% marchent normalement, alors que la réparation spontanée, qui existe, car le système nerveux a une certaine plasticité spontanée, est de 23%. Autrement dit, nous avons ici une nouvelle approche pour traiter des accidents aigus du système nerveux, et de fait, ce type des dérivés de ce neurostéroïde normal, physiologique, ont été fabriqués et sont maintenant en cours d'études cliniques. Après, bien entendu, avoir eu la satisfaction d'être reconnu comme ce qu'on appelle médicament orphelin, c'est-à-dire pas encore suffisamment développé pour des cas graves mais rares comme le traumatisme de la moelle épinière entraînant les paraplégies. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui est important et qui nous donne la possibilité d'écrire sans regret que nous avons une thérapeutique stratégique nouvelle avec ces dérivés synthétiques par un mécanisme connu entraînant une réparation évidemment anatomique mais aussi fonctionnelle nouvelle. Vous voyez qu'il y a du futur dans tout ça et j'ai fini. Donc, sur la base que, au niveau de cerveau et vieillissement, je me mettrai volontiers dans le sillage de l'exposé précédent de M. Jandel, c'est-à-dire qu'il y a, avec la découverte que le nombre de neurones diminue beaucoup moins que l'on l'a cru pendant très longtemps, qu'il y a des espoirs, mais ça c'est pour dans longtemps, parce qu'il y a des problèmes de formation de tumeurs qui sont très difficiles avec les cellules souches. La réversibilité est un mot fondamental. L'observation que je vous ai montrée sur la mémoire en est un exemple primaire et assez important. Et par conséquent, si en plus on se préoccupe des facteurs de risque qui ont été bien discutés tout à l'heure, je crois qu'avec les précautions de prévention d'une part et des découvertes nouvelles d'autre part, eh bien l'humanité va continuer dans le bon sens. Moi je suis, et j'espère que vous êtes aussi, optimiste à cet égard. Merci.